notamment. Et on parlera de la Turquie, la situation entre la Turquie et la France, l'Union européenne, et qu'est-ce que vous envisagez effectivement dans la relation diplomatique et géopolitique de la Turquie face à la Chypre, face à Grèce, et aussi on parlera de la situation à la frontière gréco-turque avec les migrants, parce qu'on n'a pas tellement entendu parler en France dans les grands médias, donc on va aborder tous ces sujets. Donc vous voyez, c'est très large. Première question, quel regard aujourd'hui portez-vous, Alexandre Delval, sur la situation en France au Covid, et plus précisément la gestion de l'exécutif face à cette crise sanitaire? Alors, ce que je me suis pas beaucoup exprimé sur le Covid, à part en vitesse sur Sud Radio, mais parce que voilà, j'attends d'analyser, de voir les conséquences. Il y aura des conséquences. J'aime bien ne pas toujours réagir à chaud. Il y a énormément de propos à l'emporte-pièce, de fake news, de théories du complot. Mais moi, je pense que tout simplement, ce qu'on peut dire, c'est que si des pays ont relativement bien réussi à juguler ce drame, ce fléau, qui était prévisible, un rapport de la CIA en avait parlé, traduit d'ailleurs par Alexandre Adler dans un livre dès 2009, mais bien avant d'ailleurs, les services de renseignement de la plupart des pays occidentaux savaient que des graves maladies qui attaquent les systèmes respiratoires, qui venaient probablement d'Asie, allaient devenir de véritables drame sanitaire si on n'était pas préparé. Bill Gates lui-même, quoi qu'on en pense, en avait parlé déjà depuis plusieurs années. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Donc ma conclusion, elle est très simple. Il n'y a pas de théorie du complot, de plan, de guerre bactériologique. Il y a des États qui savent très bien que dans le meilleur des cas, la bataille entre l'homme et les virus, c'est match nul, dans le meilleur des cas. C'est depuis toujours comme ça. Et il y a toujours eu des énormes conséquences des virus. L'Amérique latine, on a décimé les populations amérindiennes, non pas par les massacres, ça c'est un mythe, mais essentiellement par les virus. L'Empire byzantin a en grande partie perdu la bataille à cause d'un virus à l'époque. Donc on sait que c'est pas nouveau, il n'y a pas de théorie du complot à avoir, mais ce que l'on sait, c'est qu'on peut se préparer beaucoup mieux et nos États ne se sont pas préparés. Alors on m'envoie souvent des messages en ce moment sur mes vidéos concernant la Turquie. Vous parlez de la Turquie, de l'islamisme, du terrorisme, la vraie menace et le vrai problème que doivent affronter nos dirigeants qui ont été irresponsables, c'est le virus. Mais l'un n'empêche pas l'autre. La preuve, il y a eu un attentat encore il n'y a pas très longtemps. La vie continue sur d'autres domaines. Mais le point commun entre les deux, ma spécialité, le terrorisme, l'islamisme et le virus, c'est que dans les deux cas, on pouvait faire des choses. On a été averti par des virologues, des spécialistes, des services de renseignement, des gens comme Bill Gates, des fondations, l'OMS, et on n'a rien fait. On a des classes dirigeantes, en gros, depuis la fin du gaullisme, enfin du vrai gaullisme, c'est-à-dire à l'époque de Gaulle, le gaullisme, ce n'est valable que sous De Gaulle. Mon maître, qui était un grand gaulliste, le général Gallois, disait que cette constitution, la cinquième, a été faite pour et par lui. Et donc, depuis la fin du gaullisme, qui était une période liée à un homme exceptionnel, qui avait un sens de l'État, de l'intérêt général, on est dirigé par des gens qui gèrent le quotidien, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est uniquement leurs élections qui comptent. Depuis qu'il y a Internet et cette médiacratie, eh bien, leur seul but, c'est d'être dans les sondages, de dire ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire, non pas pour plaire au peuple. L'opinion publique, c'est pas du tout le peuple. C'est un formatage fait par des opinion makers. Donc, depuis qu'on a des dirigeants qui ne veulent être qu'au diapason des opinion makers et qui ne veulent que plaire à des lobbies et à des médias qui font d'eux des gens éligibles ou pas, l'intérêt national a complètement été évincé, éjecté de la sphère de la politique avec un grand P, qui est devenu la vie politique. On n'a plus la politeia, on n'a plus l'intérêt général, le bonus communi, le bien commun. On a de la politique politicienne avec des dirigeants qui se soucient absolument pas ni de l'intérêt général, ni de la préservation de leur civilisation, de leur État, et même pas de leurs valeurs qu'ils prétendent défendre. On a des classes dirigeantes qui ne prévoient rien. Or, la politique, c'est prévoir. Donc, le CODIF, c'est comme l'immigration non contrôlée, c'est comme l'islamisme radical qui gangrène nos sociétés, c'est comme le terrorisme. On pouvait prévoir beaucoup mieux, mais on n'a pas prévu. Et deuxième chose, on a voulu économiser sur certains secteurs sécuritaires ou sanitaires, en diminuant des moyens alloués à la police ou des effectifs. Pareil pour les hôpitaux.
et dans les deux cas, eh bien, c'est un drame. Donc, vous voyez que finalement, le Codiv révèle les mêmes manquements de nos classes dirigeantes, qui ne sont plus des classes de responsables politiques, mais on pourrait les appeler d'irresponsables politiques. Et je conclurai sur Max Weber, qui avait dit, bien sûr, l'État a le monopole de la coercition légitime, mais il n'y a pas que ça. Il avait surtout dit quelque chose de très intéressant. On peut être animé par l'éthique de conviction ou l'éthique de responsabilité. Il disait que les deux étaient complémentaires. Aujourd'hui, on n'a ni vraiment une éthique de conviction, c'est de la pseudo-conviction politiquement correcte, mais on n'a surtout plus d'éthique de responsabilité. Nos hommes politiques n'agissent plus selon ce que Max Weber appelait l'éthique de responsabilité. On est plutôt dans une non-éthique d'irresponsabilité, et ça veut dire que quand on ne prévoit pas et qu'on ne se donne pas les moyens d'écouter ceux qui savent, parce qu'on est alerté à chaque fois dans les domaines terroristes, islamistes ou virus, ou crise sanitaire, dans tous les cas, on est alerté, on a des gens qui sont des véritables irresponsables politiques, et je ne taperai même pas sur le gouvernement actuel. Quand Madame Touraine a fait supprimer des stocks stratégiques de masques, et d'autres, hein, il y a eu une chaîne d'irresponsabilité sur plusieurs gouvernements. Moi, je pose une question. Quand est-ce que les hommes politiques qui manquent à leur mission, qui consiste essentiellement à prévoir, la politique, c'est préserver l'instinct national, la prospérité, la sécurité des citoyens, par la prévision. Quand est-ce que ces gens qui ont été irresponsables, qui n'ont pas prévu, seront tenus responsables pénalement? Ça, c'est une question intéressante que, d'ailleurs, je pense d'autres poseront après la crise du coronavirus, si on arrive à la régler rapidement, ce qui n'est pas sûr. Bon, on en avait parlé avec Régis de Castelnau notamment. Effectivement, il avait répondu à cette question en partie. Mathéo, je te laisse la parole. Oui, je me reconnecte à ce que vous disiez à propos de l'éthique dans la politique et de nos hommes et femmes politiques. Mais je me reconnecte aussi à l'un des domaines de votre préférence, le terrorisme. J'ai été un peu surpris de voir que le porte-avions Charles de Gaulle est resté pratiquement paralysé à cause du Covid. Oui, le ministère de la Défense et des Armées a rassuré en disant qu'il restait opérationnel, que notre capacité de défense restait opérationnelle. Mais à votre avis, est-ce que cette situation d'un porte-avions complètement à l'arrêt n'a pas envoyé un message inquiétant aux terroristes, potentiellement? Voilà, c'est ce qui me préoccupe en ce moment. J'en parle parfois avec des anciens du service action de la DGSE qui sont maintenant consultants, qui connaissent pas mal ce genre de phénomène. C'est très compliqué à manier, hein, la guerre bactériologique, les souches virales, c'est compliqué à mettre en place, à ensuite, même si on arrive à en cultiver, entre guillemets, des souches virales dans des laboratoires, admettons, de terroristes qui auraient recruté des biologistes, ensuite, c'est très difficile pour le conditionnement, la mise en application. Il faut de la technologie, disons. Pardon? Il faut de la technologie. Il faut beaucoup de technologie, énormément d'expertise et en général, seules les logistiques propres à un État permettent véritablement de manier l'arme bactériologique. Mais on ne peut pas exclure qu'un jour, des terroristes qui ont pas mal de moyens financiers réussissent à recruter des grands experts d'États où il y a déjà une gangrène de l'idéologie islamiste qui puisse motiver des gens à passer de l'autre côté. C'est comme un pilote qui tout à coup devient terroriste en faisant écraser son avion. C'est rare, mais ça peut exister. On a des États comme le Pakistan totalement gangrénés par l'islamisme radical. Hein. Vous savez que le plus grand parrain d'Al-Qaïda et des talibans depuis des décennies, c'est quand même l'ISI, les services secrets militaires pakistanais. On a des États extrêmement dangereux, infiltrés jusqu'au plus haut niveau de l'État par des milieux pro-terroristes. Et là, dans certaines zones, il n'est pas impossible, dans des lieux où il y a une convergence entre l'idéologie terroriste et un appareil d'État compétent, comme les services secrets militaires de l'armée pakistanaise, qui sont quand même des services secrets très puissants. Si les terroristes arrivaient à recruter des gens qui ont été dans un appareil d'État, qui connaissent la façon dont on manie l'arme bactériologique, ça pourrait être catastrophique. Pour l'instant,
c'est pas trop un scénario probable, mais il n'est pas impossible. Et même si les spécialistes disent que c'est très compliqué, effectivement, je pense que ça a donné beaucoup d'idées ces derniers temps. Et certains terroristes, à mon avis, déjà travaillent sur la tentative de recruter des experts qu'ils vont soudoyer, qu'ils vont infiltrer ou retourner dans un appareil étatique. Et ça, ce serait dangereux. Est-ce qu'il y a, Alors, à part oui. le Pakistan, aussi une liste de pays plus avancés dans ce point de vue des recherches? Alors, on peut avoir dans le long terme, pas tout de suite, en Turquie, par exemple, pays qui longtemps a été dirigé par des militaires kémalistes. L'appareil de l'armée est encore relativement sain idéologiquement parce qu'ils n'ont pas réussi à épurer tous les laïcs et à les remplacer que par l'État des militaires islamistes depuis longtemps en Turquie. Mais dans plusieurs années, lorsqu'Erdogan aura réussi à son fameux projet de mutation civilisationnelle, et lorsqu'il y aura de plus en plus de gens compétents dans le renseignement et l'armée en Turquie qui seront gagnés aux thèses islamistes, on ne pourra pas exclure un jour un passage de gens qui viennent de l'appareil étatique militaire turc vers des organisations terroristes. Mais pour l'instant, c'est plutôt le Pakistan qui est jugé comme étant le pays le plus vulnérable, et étant donné que c'est l'un des pays qui a l'arsenal nucléaire, qui connaît aussi le bactériologique et le chimique, et c'est le pays qui est le plus imbriqué avec des mouvances terroristes depuis longtemps, depuis les années 80, depuis la guerre froide. D'autres États pourraient être éligibles, entre guillemets, comme le Soudan, qui sont beaucoup moins avancés technologiquement. Le Soudan a été un pays, à un moment, où on convergeait des mouvements terroristes lorsque Ben Laden était accueilli au Soudan, et un appareil étatique militaire allié lui-même aux frères musulmans. À l'époque de Hassan el-Tourabi de Béchir, Ben Laden était accueilli à l'époque ouvertement, officiellement par cet État. Donc il y a d'autres États que le Pakistan, notamment le Soudan, qui sont les États où il y a eu une hybridation entre appareil étatique, militaire et organisation terroriste. Un État extrêmement dangereux aussi, mais heureusement moins avancé dans la gestion dans le maniement de ces armes de destruction massive. Je pense que les pays du Golfe n'ont pas le savoir-faire nécessaire, mais et aujourd'hui, il y a une reprise en main des mouvements antiterroristes dans les pays du Golfe, notamment sur pression des États-Unis. Du côté du Qatar, on reste toujours suspect, on reste toujours prudent parce que le Qatar est capable de tout. Il a une main dans le terrorisme, une main dans l'Occident. Donc, on a pas mal d'États extrêmement dangereux, mais surtout, le risque, c'est le trésor de guerre de Daesh ou d'une partie d'Al-Qaïda dans certains pays qui pourrait attirer des chimistes et des biologistes. Ça, par contre, je pense que les organisations terroristes y travaillent déjà. Elles ont vu que ça peut être un rapport, une rentabilité, entre guillemets, lugubre extraordinaire. Et donc, cette ultra-médiatisation de la crise sanitaire actuelle, qui est inévitable. Vous savez que plus on parle de quelque chose, plus ça donne une idée. Hein, c'est le fameux syndrome Werther. Eh bien, là, ça va donner des idées et il va falloir s'y préparer aussi. Alexandre Delval, on rappelle, hein, vous êtes géopolitologue, hein, chroniqueur, enseignant. On vous reçoit ce matin dans le grand entretien de l'émission Putsch Live. On va aborder la Turquie. J'ai deux questions en une. Première chose, rapidement, comment se comporte la Turquie face au Covid? Quels sont grosso modo les chiffres? Et deuxième question, un peu plus importante, un peu plus élargie. Quelles sont aujourd'hui les relations diplomatiques entre Paris et Ankara? Alors, je n'ai pas les chiffres précis pour la Turquie parce que c'est un peu comme la Chine, ce sont des États qui maîtrisent bien maintenant. Depuis que Erdogan a repris en main totalement les médias, mais vraiment totalement, hein, il a mis en prison tout le monde et ceux qui ne sont pas en prison doivent obéir. Et les journaux qui étaient kémalistes, anti-AKP ont été récupérés par des capitaux pour Erdogan. Donc c'est une véritable. On parle souvent de la Russie, mais la Turquie est encore plus tenue médiatiquement. Donc on peut pas savoir quels sont les chiffres. L'intérêt d'Erdogan n'est pas forcément de donner les bons chiffres. Ce que l'on sait, c'est que ce qu'il disait au début de la crise,
que lui serait moins touché, son pays serait moins touché, c'est faux. La Turquie commence à être touchée. Elle a une frontière avec l'Iran, qui a été un des pays les plus touchés. Et de même que Erdogan n'a pas réussi à tenir sa promesse lorsqu'il disait ils ont le dollar, nous avons Allah. Vous savez, pendant la crise financière, il y a 2 ans, quand la crise financière est revenue en Turquie, de la même manière, ses derniers discours sur la gloire de l'Empire ottoman, il n'arrête pas en ce moment de vanter l'Empire ottoman. C'est devenu son idée fixe depuis que les frères musulmans ont élu M. Erdogan comme le candidat le plus plausible pour le rétablissement du califat et du sultanat, notamment ottoman pour Erdogan et le califat tout court pour les frères musulmans. Il y a véritablement une sorte d'auto-transcendance chez Erdogan qui n'arrête pas. Il intervient dans des séries télévisées sur les Ottomans pour que le scénariste fasse allusion à lui-même dans les séries, ce qui est assez mégalomaniaque. Il fait de plus en plus de références à l'Empire ottoman. Et ces jours-ci, il rappelle que c'était un drame, la Première Guerre mondiale, lorsque l'Empire ottoman a été aboli. Il n'ose pas dire par Atatürk, mais il vise Atatürk indirectement lorsqu'il dit aboli par des gens qui sont des traîtres, qui ont été pour l'acculturation, lorsque la Turquie avait perdu ses racines islamiques à la tête de l'empire califal ottoman. Et donc c'est assez inquiétant. Ces dernières considérations en Méditerranée et les actions de l'armée turque pour intimider les Grecs, les compagnies pétrolières et la Grèce et Chypre, qui sont couplés avec des discours de plus en plus irrédentistes. Parce qu'en fait, derrière tous ces discours néo-ottomans, qu'est-ce que veut Erdogan? Justifier religieusement et idéologiquement une mainmise sur des territoires voisins qu'il veut conquérir, parce que tout simplement, il y a des réserves énormes de gaz et de pétrole offshore dans toute la Méditerranée orientale, à la bordure des pays arabes, mais aussi d'Israël et de la Grèce et de Chypre. Et en fait, derrière donc tous ces discours néo-ottomans, il y a un véritable irrédentisme. Notre collègue saura très bien que ce mot est d'origine italienne. C'est lorsqu'on revendique le territoire d'un voisin parce qu'il aurait fait partie de son espace naturel. Et aujourd'hui, la Turquie est vraiment irrédentiste. Hein. C'est la Turquie irredenta, c'est plus l'Italie irredenta, c'est la Turquie irredenta. Et donc cet irrédentisme turc aujourd'hui utilise l'arme idéologique du panislamisme, de la défense des Turcs persécutés soi-disant en Syrie, en Irak ou ailleurs, et de la défense des musulmans qui seraient bien sûr persécutés par les ennemis. Les ennemis, c'est quoi? C'est les Occidentaux, les sionistes, les Juifs, les Américains et leurs alliés, les traîtres de Turquie kémalistes ou laïques, les Kurdes, les Arméniens, etc. Toute cette théorie du complot totalement paranoïaque développée par Erdogan vise en fait à justifier les appétits de puissance d'un État en plein réveil islamo-nationaliste ou national-islamiste qui est devenu, à mon avis, la plus grande menace pour l'Union européenne à ses portes, puisque 2 pays de l'Union européenne, la Grèce et Chypre, sont aujourd'hui militairement menacés et géopolitiquement menacés et convoités par un pays qui, paradoxalement, tient toujours à sa candidature au sein de l'Union européenne. Mais le Quai d'Orsay, Alexandre Delval, comment ils réagissent par rapport à ça? J'imagine qu'ils en ont conscience. Alors, on est souvent déçus de ce que font nos gouvernements depuis pas mal d'années vis-à-vis de l'irrédentisme néo-ottoman d'Erdogan et de la Turquie. Mais finalement, j'en parlais avec 2 ambassadeurs grecs et chypriotes récemment. Ils me disaient, nous sommes reconnaissants envers la France, même de Macron, puisque lorsqu'il y a eu la crise à Chypre, que des compagnies pétrolières italiennes de l'ENI, l'Internazionale Idrocarburi, et des compagnies pétrolières chypriotes ont été empêchées de réaliser du forage manu militari par des bateaux militaires turcs qui sont venus au sud de Chypre, donc dans la partie qui n'est même pas la partie occupée par la Turquie. C'était une menace extrêmement grave envers la souveraineté chypriote. Et lorsque l'armée turque, tous les jours, viole les eaux territoriales grecques et de la mer Égée et de Crète et l'espace aérien par l'armée, donc par des bateaux au niveau maritime et par des avions et au niveau aérien, eh bien, l'Europe ne réagit jamais. Mais lorsque récemment des bateaux militaires turcs ont menacé
la souveraineté chypriote et des compagnies militaires et des compagnies pétrolières européennes, normalement, il y aurait dû avoir un rappel d'ambassadeurs et des sanctions extrêmement radicales et une rupture totale des processus de négociation en vue de l'adhésion. Eh bien, le seul pays qui a réagi, un petit peu, verbalement, en dehors des Grecs qui forcément se défendent, mais en dehors des Grecs, le seul pays qui a un petit peu réagi, et là on peut en être fier, c'est la France, en envoyant quand même un arsenal militaire, soi-disant pour patrouiller en Méditerranée, mais les Turcs ont parfaitement compris le message. D'ailleurs, la compagnie pétrolière Total, qui était elle aussi visée au départ, du coup, n'a pas été touchée et aucun bateau militaire n'est venu faire demi-tour au bateau de forage de l'entreprise Total, alors que l'Italie, qui hélas n'a pas bougé, Monsieur Conte n'a pas été extrêmement vaillant. L'Italie qui n'a pas bougé, eh bien, son bateau de forage de l'entreprise Eni a dû faire demi-tour et a mis fin à ces opérations de forage, ce qui est absolument scandaleux puisque le forage des compagnies Total ou Eni au sud de Chypre est totalement légal et il est le fruit d'accords qui respectent le partage des eaux territoriales et des zones économiques exclusives que la Turquie veut totalement remettre en question. Aujourd'hui, la Turquie revendique à peu près 80% des eaux territoriales de la mer Méditerranée orientale en violation des accords tout à fait légaux et des frontières internationalement reconnues, en violation des accords entre Chypre, la Grèce et 5 pays de Méditerranée, dont Israël, le Liban, la Syrie et l'Égypte, ce qui est absolument incroyable. Et donc finalement, la France est, par ses déclarations diplomatiques, certes mesurées, mais quand même assez fermes, d'ailleurs ça a choqué les Turcs qui ont demandé des explications, et par son action militaire concrète, en envoyant un arsenal militaire, naval, finalement, la France est le pays qui était le moins lâche de toute l'Union européenne. Et les Grecs et les Chypriotes nous en sont très reconnaissants. Donc, pour une fois, on peut être un peu fier. Mais si on est les seuls à réagir, ça ne va pas intimider Erdogan. Ce qu'il faudrait, c'est une véritable solidarité européenne, non pas une guerre. On me dit parfois, mais attendez, vous proposez quoi? On ne propose pas la guerre. Mais de même que les Turcs rappellent un ambassadeur lorsqu'ils sont vexés de quelque chose, lorsqu'un pays reconnaît le génocide arménien, de même que Macron a quand même rappelé un ambassadeur français en Italie pour des propos qui n'étaient pas d'ailleurs tout à fait faux sur l'histoire tenue par M. Di Maio, bizarrement, on ne rappelle pas les ambassadeurs quand la Turquie fait 10 fois pire que le gouvernement italien. Et là, il y a vraiment 2 poids, 2 mesures, parce que l'Italie n'a pas menacé militairement 2 pays de l'Union européenne. Mais on a rappelé un ambassadeur français en Italie pendant la crise, vous savez, avec les petites querelles verbales entre le gouvernement à l'époque 5 étoiles Ligue, et on a fait beaucoup moins lorsque la Turquie, depuis des années, menace et insulte d'ailleurs plusieurs pays européens. La Turquie menace 2 pays européens d'un point de vue territorial, mais Erdogan a insulté extrêmement gravement Madame Merkel en la traitant de nazie et de tout, et Monsieur Erdogan a même menacé la Belgique, la Hollande et l'Allemagne et l'Autriche pour avoir défendu les Kurdes ou pour avoir empêché les meetings de certains hommes politiques turcs qui venaient demander aux Turcs d'Europe de ne pas s'intégrer. Donc là, on est quand même assez surpris de la peur, de la lâcheté néo-munichoise, littéralement européenne, qui ne servira à rien. Alors certains me disent c'est pour la paix. Si c'était pour la paix, ce serait très bien. Mais plus vous montrez une faiblesse avec le grand turc, le néo-sultan Erdogan, plus il va loin. D'ailleurs, si on analyse ce qu'il fait depuis 3 ans, il ne cesse d'aller toujours plus loin. Il y a 3 ou 4 ans, il n'envoyait pas des frégates pour menacer des entreprises européennes qui font du forage légal. Aujourd'hui, il va jusque-là. Demain, il envahira une île de la mer Égée grecque, voire même la grande île de Crète, qui appartient aussi à la Grèce. Et d'ailleurs, au Parlement turc, régulièrement, depuis 2-3 ans, on évoque l'idée de revenir sur les accords de partage de délimitation des frontières entre la Turquie et la Grèce, et dans le Parlement turc, le parti au pouvoir
ainsi que l'allié d'Erdogan, le parti d'extrême droite, le MHP, ainsi même, hélas, que le parti conservateur et le parti kémaliste rivalisent d'outrance en revendiquant une grande partie de la mer Égée, c'est-à-dire une partie du territoire de la Grèce actuelle, ce qui est absolument sidérant. Normalement, l'OTAN et l'Union européenne auraient dû lancer des sanctions et demander des explications et être beaucoup plus ferme envers cet État, mais personne n'est ferme envers cet État, on pourra y revenir, parce que la Turquie est consciente qu'elle a, sur le dossier des migrants, mais aussi l'appartenance à l'OTAN, les missiles russes qu'elle peut acheter, mais surtout les ogives nucléaires qu'elle abrite sur son sol, qui sont des ogives qui normalement sont américaines, eh bien, la Turquie possède un pouvoir de nuance gigantesque, sans oublier le fait que son territoire est un territoire charnière entre l'Orient et l'Occident, mais aussi pour le passage de gazoducs extrêmement stratégiques, ce que Poutine a parfaitement compris. Et justement, à propos d'être l'Union européenne et l'OTAN aussi, et la Turquie, à côté de toute cette tension que la Turquie alimente, comme vous venez de nous dire, dans le secteur de la mer Égée, en réalité, elle est très active, Ankara aussi, en Libye, parce que elle a justement, comme vous disiez, elle s'est appropriée de certaines parties des eaux territoriales entre la Grèce et la Libye. Et puis, on voit que, par exemple, en Libye, on est dans une situation toujours de forte confusion, de chaos. Il y a le général Khalifa Haftar qui dit que pratiquement il est devenu le commandant de tout le pays. Pourquoi l'Union européenne n'essaye pas au moins de contrer la Turquie sur ce front-là? Est-ce qu'on doit s'attendre, par exemple, à une réaction très modérée comme l'Union européenne a tenu vis-à-vis de la Chine? Alors vous qui êtes franco-italien, vous le savez aussi bien que moi, les Européens sont divisés sur la Libye. Déjà, quand on a fait cette guerre néo-impériale absolument folle, moi j'étais sarkozyste, mais j'ai cessé de l'être avec cet événement libyen, cette guerre était absolument folle. Une guerre menée par la France, la Grande-Bretagne avec l'appui des États-Unis pour renverser un régime qui nous aidait à lutter contre l'immigration illégale, quoi qu'on pense de ce régime horrible, mais qui s'était un peu adouci depuis quelques années lorsque surtout Kadhafi avait renoncé au terrorisme, avait commencé à dédommager les victimes du terrorisme et avait commencé à véritablement collaborer contre notamment Al-Qaïda. On a renversé un régime qui était horrible, mais pour le chaos qui est encore plus horrible. Et comme vous le savez, la guerre en Libye est fondatrice du chaos dans toute l'Afrique, puisque jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, il y a eu des ondes de choc. Le chaos libyen a permis de répandre partout des armes et des mercenaires, un peu comme en Irak, des anciens de Saddam Hussein pour se venger des Américains qui deviennent islamistes. Ben là, pareil, en Libye, des anciens mercenaires africains employés par la Libye qui deviennent tout à coup des mercenaires islamistes et qui rejoignent ici Daesh, là Al-Qaïda, en Libye, mais aussi dans l'entourage et jusqu'au Mali. Donc des conséquences absolument sidérantes. Et à l'époque de la guerre en Libye, cette guerre franco-américaine et anglaise en Libye, elle a été tournée entre autres contre les intérêts italiens, notamment encore de l'ENI, l'entreprise italienne d'hydrocarbures. Ça montre bien qu'au sein même de l'Union européenne, on peut avoir deux pays de l'Union européenne dans des camps totalement opposés. L'Italie, comme vous le savez, ne nous pardonne pas la guerre en Libye et de son point de vue, elle a raison. On s'est fait la guerre de manière interposée entre deux pays européens. La Libye, c'était une guerre d'intérêt entre la France, la Grande-Bretagne, les Anglo-Saxons, les Américains et d'autre part les Français. Donc comment voulez-vous qu'on soit d'accord sur le dossier libyen alors que on était de deux côtés opposés? Un peu plus en arrière, en Serbie, lorsqu'il y a eu cette guerre contre les Serbes dans les années 90, surtout la dernière au Kosovo, où on a détruit l'ex-Yougoslavie et on a fait surgir un État mafieux au Kosovo, plusieurs pays germaniques et anglo-saxons étaient totalement favorables, l'Italie était beaucoup moins favorable, la France également, et la Grèce était totalement opposée. Donc on avait des pays européens. Donc là, on est totalement divisé. Nos intérêts restent totalement opposés. Et enfin, pour la Libye,
comme vous le savez, récemment, la Turquie d'Erdogan a conclu un accord scandaleux avec le gouvernement, certes reconnu par l'ONU de M. Sarraj, mais qui représente que 10% du territoire. Et cet accord libyen avec la Turquie permet de voler à la Crète, qui est la plus grande île grecque de Méditerranée, et à la Grèce et à Chypre, une grande partie de leurs eaux exclusives pour en fait finalement s'accaparer une partie du gaz offshore en Méditerranée. Tout ça est passé sous silence, mais pourquoi on ne dit rien? Parce qu'on a peur du pouvoir de nuisance de ce régime islamiste de Sarraj en Libye, qui quand même a conclu certains accords tactiques de coopération avec les autorités italiennes pour réduire un peu le flux. Vous voyez, c'est complexe, le flux de migrants. Donc les Italiens n'étaient pas trop d'accord pour soutenir Haftar, le général Haftar, qui contrôle une grande partie de la Libye. La France, la Russie, les Émirats, l'Égypte sont avec Haftar. L'Italie était plutôt Sarraj, mais il faut la comprendre. Moi, personnellement, je suis plutôt pour Haftar. Mais pourquoi l'Italie était plutôt du côté de Sarraj? Parce que c'est celui avec lequel on pouvait faire des accords pour essayer de diminuer les flux des clandestins qui, d'un point de vue italien, sont absolument terribles. L'île de Lampedusa est totalement submergée. Donc, vous voyez, chaque pays européen a ses propres intérêts, ses propres agendas. Donc, finalement, la gouvernance européenne, De Gaulle l'avait dit, c'est un véritable machin, en expression qu'il employait aussi pour l'ONU, qui ne représente que des intérêts divergents. Parce que finalement, les relations internationales, c'est quoi? Ce sont les intérêts souverains, les États souverains. Et un accord ne s'impose à un pays, et l'Union européenne n'est que le fruit d'accords internationaux, que lorsque ce pays le veut bien. Et on peut sortir d'un accord. Et même si on en est signataire, et théoriquement, on est obligé de respecter ce que l'on signe, finalement, les États souverains font ce qu'ils veulent. Ils ne suivent leurs propres accords que quand ça correspond à leurs intérêts, à part les États masochistes, un peu d'ailleurs comme certains pays de l'Union européenne. Mais dans le monde multipolaire, il n'y a que les États souverains qui sont de véritables accords. Et d'ailleurs, l'Amérique le montre bien, elle est signataire d'accords de l'ONU, elle est signataire d'organisations comme l'OMS, mais depuis des années, l'Amérique régulièrement refuse de payer ce qu'elle doit payer à des organisations internationales, parce que finalement, même quand on est signataire d'un accord, on fait ce qu'on veut. L'État souverain a le dernier mot. Et ça, on l'oublie trop souvent en relations internationales. Mais Alexandre Evans, c'est intéressant ce que vous dites. En plus, l'Union européenne aujourd'hui est clouée au pilori face à la crise sanitaire du Covid. On n'arrive pas à se mettre d'accord avec l'Eurogroupe sur la politique de relance économique. Finalement, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a aucune politique européenne, que chacun fait ce qu'il peut faire ou ce qu'il a envie de faire en fonction des intérêts qu'il a sur un territoire donné, finalement. D'ailleurs, ça veut dire que ça explose totalement l'idée même qu'il y ait une politique globale de l'Union européenne. Bien sûr. De même qu'aux Nations Unies, on emploie la force militaire, c'est la Charte des Nations Unies, que lorsque les 5 États permanents du Conseil de sécurité sont d'accord entre eux où il n'y a pas de veto, donc en gros les 5 premières grandes puissances nucléaires, bien entendu Amérique, Russie, France, Grande-Bretagne, Chine. De même qu'à l'ONU, il ne se passe rien de concret si les 5 permanents ne sont pas d'accord entre eux. De même, donc ça finalement ça veut dire que c'est les États souverains et les États souverains puissants qui décident. De même, au sein de l'Union européenne, même si ça paraît plus habillé, plus avancé, plus supranational, au niveau des compétences stratégiques, qui véritablement sont des compétences régaliennes, justice, sécurité, lutte contre le terrorisme, fiscalité, finalement, dans les grandes compétences auxquelles les États tiennent, eh bien, il ne s'est rien passé depuis la création de l'Union européenne qui puisse nous faire entrer dans un statut dans une ère de fédéralisme dans laquelle l'Union européenne deviendrait un véritable État, un acteur capable de prendre des décisions. L'Union européenne reste le fruit de traités, premièrement, et même lorsqu'elle est soi-disant loi européenne, des résolutions, etc., elles sont adoptées comment? Les ministres de chaque pays se réunissent et n'adoptent que ce qu'ils veulent bien adopter, et ça devient du législatif au niveau européen. Mais ce sont des États souverains qui envoient leurs ministres compétents pour voter des lois européennes qui ne seront que le résultat d'un minimum d'accords, c'est-à-dire pour les matières régaliennes, lorsque l'État ne met pas son veto. Pour être plus clair, ce que produit l'Europe,
eh bien, ne produit que ce que les États veulent bien produire. Et pourquoi on harmonise les chasses d'eau à l'Union européenne? Pourquoi on harmonise les confitures, les taux de carbone dans ceci, dans cela, les peintures? Moi, j'ai assisté à des réunions au Parlement européen où on amendait des lois décidées par le Conseil. On parlait des peintures et des chasses d'eau. Parce que, à côté de ça, on n'a jamais défini les frontières définitives de l'Union européenne, comme le voulait à juste titre Sarkozy. On n'a jamais pu décider véritablement qui nous sommes, où nous allons, où nous nous arrêtons. On n'a jamais de défense européenne. On n'a pas vraiment de diplomatie européenne. On a un semblant de diplomatie européenne. On n'a même pas d'harmonisation budgétaire et fiscale, alors qu'on a une monnaie. Ce que tous les prix Nobel d'économie ont condamné, depuis d'ailleurs Maurice Allais, avoir une monnaie unique, alors qu'on n'a même pas d'harmonisation budgétaire et fiscale. On n'a pas de zone économique et monétaire optimale. C'est une aberration. En première année d'économie, on vous apprend que c'est pas possible. Il y a des conditions pour. Donc, oui, l'Union européenne, finalement, elle n'a rien harmonisé. Par contre, les grandes réalisations industrielles européennes, militaires, aérospatiales, etc., Airbus, ce sont des résultats de coopération entre pays souverains. Ce n'était pas du tout des résolutions européennes adoptées par l'administration ensuite de Bruxelles. C'était des coopérations entre 3 ou 4 États. Donc finalement, depuis ce que disait De Gaulle, on n'a pas du tout avancé. On a harmonisé plein de choses, surtout ce qui n'était pas stratégique. Mais les seules choses qu'on aurait dû mettre en place si on voulait vraiment faire une Union européenne acteur géostratégique considéré par les autres, on ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que Kissinger, je le dis souvent à mes élèves, qu'est-ce que disait Kissinger? La fameuse blague de Kissinger, Europe, quel numéro de téléphone? J'appelle qui? Et il rigolait quand il disait ça, parce qu'on peut appeler personne. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de maître à bord. Mathéo? À ces propos, on dit en ces jours, surtout avec la pandémie, qu'il faudrait plus d'Europe. Et puis, par contre, je pense d'avoir compris que vous ne serez pas étonné de voir partir l'un des pays de l'Union européenne, par exemple un Italexit, Oui. vu qu'en Italie, la criticité, le sens de critique vis-à-vis de l'Union européenne a fortement augmenté pendant cette crise. Bien sûr, parce qu'en Italie, il faut savoir que c'est un pays qui avait, comme la France, une tradition d'une monnaie qu'il utilisait souvent comme arme économique. Hein, c'est quand même un instrument qui peut être très, très utile, surtout lorsqu'on est endetté, etc. Et comme vous le savez, l'euro, géopolitiquement et économiquement, a été adopté dans le cadre d'un marchandage entre Mitterrand et Helmut Kohl. C'était « j'accepte de démanteler l'ex-Yougoslavie » de la part de Mitterrand, qui au départ ne voulait pas. En échange, toi, l'Allemagne, tu acceptes l'euro. Au départ, l'Allemagne n'en voulait pas. L'euro a été établi sur un marchandage géopolitique et économique entre des puissances européennes, surtout les plus fortes, mais sur un commun accord et non pas sur un idéal. Et cet euro a été exigé par les Allemands comme étant une monnaie forte comme le mark. Une monnaie forte convenait surtout à des pays extrêmement mercantiles qui ont des hautes valeurs ajoutées, et c'était surtout des pays du Nord et l'Allemagne. En fait, certains prix Nobel d'économie ont dit qu'il faudrait un euro fort dans le Nord et un euro faible, plus faible dans le Sud. Le problème, c'est même pas uniquement l'euro, c'était l'euro fort. Mais c'est comme ça que ça a été adopté. Et l'Italie, qui n'avait pas du tout intérêt à avoir un euro fort, et qui avait même plutôt intérêt à garder sa monnaie, a été la plus grande perdante de l'euro, avec certes l'Espagne, qui elle a dû faire une dévaluation salariale, parce que quand vous ne pouvez plus dévaluer votre monnaie, vous ne pouvez dévaluer que les salaires. L'Espagne, aujourd'hui, on a des salaires extrêmement bas. Et en Italie, ça s'est passé aussi un peu de la même manière. Donc ces pays ont vu leur niveau de vie diminuer, et bien que les économistes nous expliquent mais non, le panier de la ménagère il est le même parce qu'il y a plein de produits qui viennent d'Asie qui sont moins chers, notamment les produits informatiques et autres, donc en fait vous n'avez pas subi d'inflation. Mais le prolétaire de base qui n'est pas dans les produits informatiques tous les jours, qui a surtout besoin d'un budget pour son essence et sa nourriture et son appartement, eh bien lui, son niveau de vie a baissé considérablement. Et l'Italie, moi j'ai des cousins en Italie, j'étais frappé
par la baisse de leur niveau de vie avec le même emploi et pourtant ils prenaient de l'ancienneté. Leur niveau de vie a considérablement baissé de manière extrêmement flagrante et bien que les économistes expliquent mais non, c'est une illusion parce que vous payez des ordinateurs moins chers, ils s'en foutent quand vous ne pouvez plus vous nourrir aussi bien, ni payer votre essence aussi bien, c'est un peu le syndrome des gilets jaunes, eh bien non, vous ne croyez pas à tous ces économistes de Bruxelles. Et à votre avis, on va sortir? L'Italie pourrait faire un exit? Le premier pays qui sortira de l'Union européenne parce que l'Italie a une qualité que n'ont pas d'autres pays. Beaucoup d'autres pays voudraient faire pareil. Mais l'italien est le pays, à mon avis, peut-être après les Grecs, mais c'est un des pays de l'Union européenne qui est le moins complexé. Il y a des politiquement corrects en Italie, il y a la repentance, il y a aussi des élites qui veulent détruire psychologiquement les peuples par la culpabilité, mais c'est le pays qui se sent le moins coupable, qui est le plus libre. Moi, quand je vais en Italie, ce qui me frappe, c'est là où je trouve le plus grand espace de liberté d'expression. La Pravda en France est beaucoup plus forte. Le politiquement correct, l'intériorisation du fait qu'on n'a pas le droit de dire ceci ou cela est beaucoup plus fort en France. En Angleterre, n'en parlons pas. Alors en Allemagne, c'est le summum qu'en Italie. Donc les Italiens seront moins impressionnés et culpabilisés par le discours qui veut faire croire que ce serait dramatique, fascisant, voire même nazifiant, voire populiste, horrible, inconscient, gravissime, un cataclysme de sortir de l'Union européenne. Les Italiens se laissent moins intimider par cette idée parce que l'Union européenne, en fait, quand elle développe, moi je suis pas contre l'Union européenne au départ, je suis contre la dérive mondialiste et anti-identitaire et anti-peuple de l'Union européenne depuis les années 90. C'était un beau projet au départ, sauf que il a été récupéré par des gens qui veulent faire un champ, un laboratoire pour expérimenter une sorte de futur gouvernement mondial. En fait, les années 90, c'est la rupture. On est passé d'un projet européen à un projet mondialiste qui n'avait plus rien d'enraciné dans la civilisation européenne. Et là, effectivement, les Italiens, qui sont un des peuples les plus enracinés dans la culture italienne, quand on étudie l'art, on apprend que une grande partie du patrimoine artistique et culturel européen, c'est l'Italie. Donc les Italiens sont très attachés au phénomène d'identité, même si on essaie de les culpabiliser. Donc pour des raisons économiques comme pour des raisons culturelles, les Italiens, à mon avis, sont les lanceurs d'alerte, les premiers qui vont dire stop. Si l'Europe, elle est là pour nous appauvrir, premièrement, et deuxièmement, nous imposer une immigration islamique incontrôlée et faire de nous un laboratoire d'essai pour créer un nouvel homme nouveau, projet de tous les totalitarismes, une expérimentation pour créer un nouveau sujet mondial qui en fait est le fruit du programme des multinationales qui veulent détruire toutes les frontières, eh bien nous, on ne veut pas. Nous, on veut garder une Italie italienne, catholique, en tout cas d'origine chrétienne. On n'impose pas la foi à tout le monde, mais les Italiens, un peu finalement, ont un petit peu le même sentiment que les Hongrois. Sauf qu'en Hongrie, cette idée, elle est au pouvoir. C'est Orban qui dit on veut rester hongrois, chrétien et européen, et on ne veut pas que l'Europe nous appauvrisse. Cette idée, elle est au pouvoir en Hongrie, mais à mon avis, en Italie, elle n'est pas au pouvoir, mais elle est dans les têtes. Moi, je vois des gens de droite comme de gauche, populistes comme antipopulistes, adhèrent de plus en plus à cette idée. C'est peut-être bien, c'est peut-être mal, à tort ou à raison, mais je pense que l'Italie sera le premier pays à mettre en œuvre l'Italexit, car il y aura un raz-de-marée populiste à la fois de Salvini et de Meloni, voire peut-être un retour de 5 étoiles, j'y crois moins, dans le futur, sauf si l'Union européenne cesse d'obéir aux Allemands avec leur orthodoxie monétaire et budgétaire, et parce qu'aujourd'hui, les Allemands veulent faire ce qu'ils ont fait en 2007, mais en pire, imposer une paupérisation, une austérité absolue à tout le reste de l'Europe, et les Italiens diront non, c'est pas la Grèce, l'Italie, on l'écoute quand même plus que la Grèce, hein, c'est peut-être plus de 21% du PIB, la Grèce c'était 4%, on va écouter un peu plus les Italiens, donc soit on pliera et on acceptera de changer les choses et on acceptera de faire comme les Américains qui ont investi des milliards de milliards, enfin des dizaines de milliards ces derniers jours pour faire une planche à billets pour sauver l'économie. L'Europe, elle a à peu près fait 10 fois moins pour une zone encore plus large
et pour une population encore plus nombreuse. Donc les Allemands aujourd'hui freinent cela. Si on écoute les Italiens et les Français, l'Europe survivra. Si on n'écoute pas les Italiens et ensuite les Français, les deux pays qui peuvent quand même un peu convaincre les Allemands, eh bien je pense qu'il y aura une implosion de l'Europe qui commencera par l'Italie, qui ne voudra pas être durablement paupérisée. Et n'oublions pas que les Italiens, eux, se souviennent de la façon dont on s'est moqué d'eux, on les a méprisés, voire même critiqués au début de la crise. C'était absolument obscène la façon dont non seulement l'Allemagne, mais aussi les dirigeants de l'Union européenne et les eurocrates ont traité les Italiens au début avec une absence totale de solidarité et bien sûr d'autres gouvernements européens qui ont été absolument ignobles dans la gestion de cette crise. Tout ça, ça va laisser des traces. Je ne dis pas que c'est bien la rancune en histoire, mais on ne peut pas la sous-estimer. Il va y avoir des règlements de compte et l'Europe bruxelloise va le payer très très cher. Alexandre Delvache, j'aimerais qu'on parle maintenant de la situation à la frontière gréco-turque. Il y a eu pas mal d'affrontements ces dernières semaines. On en a très peu entendu parler finalement dans les médias, ou sinon sous un jour qui était le leur. Aujourd'hui, quelle est la situation et quelle est la situation sur place? Alors, premièrement, ce que me donnent comme information les militants associatifs qui sont sur place, c'est qu'il y a extrêmement peu de soi-disant nobles réfugiés syriens dont on a fait presque une nouvelle figure christique. Je me rappelle le débat avec Elie Plenel. Pour lui, c'était tous des docteurs, des médecins et des prix Nobel qui émigraient, les braves réfugiés syriens. Eh bien, c'est faux. Premièrement, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des Syriens diplômés, d'autres non. Des Syriens travailleurs, d'autres non, des bons migrants et des mauvais. L'immigration, c'est neutre. Mais en plus, ce n'est pas des Syriens. La plupart sont des Afghans, des Albanais, des Africains, des gens de différents pays, que je vous dis, jusqu'à l'Afghanistan, voire même des Asiatiques. On a toutes sortes de migrants de toutes sortes d'origines. Ce n'est pas des réfugiés syriens. Donc là, il y a une propagande massive occidentale, française, grecque de l'Union européenne qui relaie finalement cette idée que ce serait des nobles réfugiés syriens qui fuient les bombardements des méchants russes. Les choses sont beaucoup plus compliquées. La Turquie a accueilli plusieurs millions de Syriens, en majorité islamistes, qui n'est pas forcément très bon s'ils viennent en Europe. Mais ce qu'envoie Erdogan, c'est des migrants tout court, illégaux, qui ne sont pas des réfugiés politiques pour la plupart, qui ne sont pas éligibles et qui sont encore moins des réfugiés des bombardements russes en Syrie, puisque la plupart, ce n'est pas des Syriens. Ça, c'est très, très important. Deuxièmement, ce que l'on sait, c'est que Erdogan n'a pas tenu sa parole, sa promesse, il n'a pas pu. Il a beaucoup bluffé. Il a dit que ce serait des centaines de milliers de personnes qui submergeraient la Grèce puis l'Union européenne. En fait, ce ne sont que quelques milliers qui sont arrivés et les Grecs ont relativement bien maîtrisé leurs frontières et les affrontements, contrairement à ce qu'a dit Erdogan, aucun policier grec n'a tiré à bout portant sur des migrants. C'était la propagande pour essayer de culpabiliser les Européens, parce que Erdogan, qui fait abattre qui il veut et mettre en prison qui il veut, il sait que l'Europe, elle est très culpabilisée, donc il joue beaucoup là-dessus et il essaie, dès qu'il a une occasion, de culpabiliser. Alors, soit on est raciste, soit on est islamophobe, anti-turc, ou alors, là, la dernière trouvaille, c'était que les policiers grecs tiraient à bout portant sur les migrants. En fait, c'est l'inverse. On sait que l'allié d'Erdogan au Parlement turc, le MHP, qui est un mouvement d'extrême droite, qu'on appelle aussi les loups gris, a lancé des campagnes de pogroms extrêmement violentes. On a même quelques images. Dans les rares médias libres sur Internet, on a trouvé des images. En Grèce, on les diffuse tous les jours, mais en France, bizarrement, on ne les voit pas. Eh bien, la France, où on n'arrête pas de critiquer l'extrême droite et les populistes qu'on voit partout, l'Union européenne qui n'arrête pas de critiquer les populistes, bizarrement, c'est politiquement correct de l'Ouest, ne voit pas trop l'extrême droite turque, la vraie extrême droite nazifiante, puisque le MHP turc est un parti politique qui fut créé par un colonel turc qui était adorateur d'Hitler. Donc Erdogan est allié à la vraie extrême droite. Et cette vraie extrême droite turque aujourd'hui lance des pogroms, ils agressent avec des centaines de manifestants extrêmement violents et armés, ils vont agresser les camps de réfugiés pour pousser les réfugiés à émigrer, fuyant les coups de l'extrême droite turque. On a des gens qui fuient, en fait, des pogroms, des agressions
collective extrêmement violente menée par des partis politiques turcs d'extrême droite qui en fait agissent en sous-main pour le gouvernement turc. Ça, je suis assez étonné de ne pas voir cette information être diffusée dans nos grands médias. Nos grands médias qui tapent constamment sur les populistes, bizarrement, ils ne disent rien contre 1000 fois plus populistes en Turquie. Et là aussi, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, ce deux poids mesures, cette Europe qui se flagelle tout le temps, qui ne rate jamais une occasion de taper sur le méchant Salvini, le méchant Orban, qui ne tue personne, qui n'agresse personne. Par contre, une extrême indulgence envers tous les populistes les plus criminels et les plus violents du monde entier. Que ça soit en Chine, en Turquie, que ça soit en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Il y a des populistes extrêmement violents dans pas mal de pays, y compris en Inde. Modi, c'est pas un ange parce qu'il fait la journée du yoga, c'est pas un ange, c'est un criminel qui a tué plein de chrétiens et de musulmans. Mais bizarrement, l'Europe ne tape que sur les populistes européens qui ne sont pas violents. Et elle épargne, bien entendu, surtout les populistes et les mouvements radicaux et identitaires qui ne sont pas européens, surtout lorsqu'ils sont de pays musulmans. Alors là, on ne dit rien. C'est comme les terroristes. Hein. Les terroristes ont toujours des excuses. Maintenant, on est arrivé dans l'outrance assez loin, puisque les deux derniers attentats, surtout l'avant-dernier, on a même des gens qui ont dit ces pauvres réfugiés, je ne parle pas du dernier, l'avant-dernier attentat, quelqu'un qui est mal logé dans des camps pour réfugiés, déboutés de leurs demandes, etc., on peut comprendre. Alors, bientôt, quand un terroriste sera un débouté du droit d'asile ou un réfugié qui est mal logé, qui attend des papiers depuis trop longtemps. On dira, le pauvre, il était scandalisé par la lenteur de l'administration française à accepter ses droits de réfugié politique, et donc c'est logique, il est commis un attentat. On en est là. C'est-à-dire l'extrême dureté envers nous-mêmes et l'extrême indulgence envers quiconque, finalement, n'est pas un mâle blanc occidental, est devenu une véritable pathologie collective. Une forme d'autoracisme, ce que Diego Fusaro en Italie appelle l'autoracisme, ce que je trouve être une expression assez heureuse, ou plutôt malheureuse, pour définir un phénomène de masochisme, d'ethnomasochisme qui constitue aujourd'hui le cœur du politiquement correct européen. Revenons en France. Le Figaro de ce matin, justement, dit que le ministère de l'Intérieur surveille le chaudron de banlieue. On a vu qu'il y a eu un attentat il y a quelques semaines, celui dont auquel vous faisiez référence, mais il y a eu aussi cet acte que pour l'instant n'est pas considéré un acte terroriste, mais où de policiers sont restés blessés grièvement. Et donc, quel est votre point de vue? Est-ce qu'il y a aussi, parce que dans votre livre, vous parliez du projet des frères musulmans, est-ce qu'il y a toujours un peu la main des frères musulmans encore maintenant pendant le confinement, alors, aussi dans les banlieues? Oui, alors les frères musulmans, c'est une chose, ils agissent essentiellement psychologiquement, culturellement, idéologiquement, et de manière assez non violente en Europe. Ce que j'explique dans mon livre, c'est que les frères musulmans sont les premiers à avoir pratiqué la violence islamiste, à avoir voulu rétablir le califat, fait assassiner des apostats ou des premiers ministres. Ils ont commencé par des vagues d'assassinats lorsqu'ils ont été créés en Égypte. Et d'ailleurs, ils ont été réprimés pour cette raison. Mais en Europe, ils agissent essentiellement pacifiquement. C'est pas eux qui appelleront à tuer un flic. Par contre, il y a un autre phénomène parallèle que j'appelle la daéchisation des esprits. C'est cette frontière de plus en plus poreuse entre, premièrement, le phénomène d'un vrai terroriste comme l'avant-dernier qui revendique son acte, allégeance à Daesh, il répond à un appel, et même s'il n'est pas hiérarchiquement dans une organisation terroriste, il l'est indirectement puisqu'il a fait allégeance, il a adhéré, il a sur Internet trouvé un kit, un mode d'emploi, comment faire pour agresser un infidèle, et là, il répond ouvertement à l'appel d'une organisation terroriste. Mais celui qui va tuer un flic parce que il déteste les flics, mais en plus les flics koufars, comme on a entendu récemment dans des émeutes des banlieues, des gens qui disaient tous sur l'église et agressons les koufars. Est-ce que la différence est énorme entre un voyou ou un caïd ou un ancien caïd des banlieues qui va commettre un attentat terroriste au nom d'une organisation terroriste pour se racheter, pour aller au paradis, parce que là, il commence à être un peu formé, et celui qui veut s'en prendre à un mécréant blanc occidental koufar, mais qui n'est pas encore au degré de fanatisation
qui le mène à rechercher le suicide pour expier ses péchés au paradis. Il n'y a qu'une différence de degré. Il y en a un qui a fait un pas, il veut s'en prendre aux représentants de l'État occidental, blanc, européen, français, gaulois. D'ailleurs, dans les banlieues, un des mots les plus insultants, les plus péjoratifs, après Kahba, qui est la pute, et Yehoud, le juif, c'est le mot gaulois, gaouli. Donc, on le sait, il y a un véritable racisme. Le racisme, ce n'est pas qu'envers l'extrême droite et les peuples issus du tiers-monde. Racisme, d'ailleurs, qu'il faut bien sûr condamner. Le racisme, il existe aussi depuis des années dans des lieux de non-droit et de non-France où on apprend que le juif, le blanc-bec, le blond, le petit blanc, le gaouri, le gaulois est une ordure qu'il faut écraser. Si on peut, on est à 10 contre 1, on lui casse la figure. Si c'est un flic, on brûle sa voiture et si on peut, on essaie de lui casser la tête. Ce sont des idées extrêmement répandues, mais très, très répandues. Donc ça, c'est important de voir que c'est ce racisme anti-gaulois qui sévit depuis des années dans ces zones, qui très rapidement peut basculer dans un racisme de type terroriste idéologisé. Quand on est pour le racisme anti-gaulois, qu'on considère qu'il faut frapper le gaulois et le juif, qu'il faut le tuer si possible. Ensuite, c'est très facile d'être récupéré par une organisation terroriste qui lui dit « tu vas pas le tuer uniquement parce qu'il est gaulois, tu vas le tuer parce que c'est un infidèle ». La frontière est de plus en plus poreuse. C'est pour ça que la daïchisation des esprits, c'est quoi? C'est utiliser ce racisme anti-gaulois, anti-occidental, anti-juif, anti-chrétien, qui est déjà présent dans des banlieues depuis très longtemps, parce qu'on a fait croire à ces jeunes, et là, la gauche a une extrême responsabilité. La gauche et l'extrême gauche ont une grande responsabilité. Elles ont alimenté le racisme anti-gaulois et anti-juif par le palestinisme antisioniste absolu et par la repentance et la haine de la France. Ces idéologies d'extrême gauche pro-palestinienne et anti-française ont légitimé idéologiquement le racisme anti-autochtone qui ensuite peut très facilement être récupéré par des mouvements islamistes, puisque le travail est à moitié fait. Quand vous voulez être un mouvement islamiste, terroriste, vous en prendre au koufar, et que vous savez qu'il y a des banlieues où déjà on déteste le koufar, vous n'avez plus qu'à lui à légitimer son acte qui déjà est préparé, vous n'avez plus qu'à l'habiller avec une légitimation religieuse, ce qui va permettre un plus grand passage à l'acte, aller plus loin dans l'horreur, puisque là, vous allez donner une promesse du paradis pour ce que les gens commettaient par racisme. Avant, ils le faisaient par racisme, parce que c'est du racisme anti-occidental. Eh bien, on va donner une légitimation religieuse, divine, à ce racisme anti-occidental, anti-gaulois et anti-juif. Je répète, anti-gaulois et anti-juif, parce que ça va ensemble. Souvent, on croit que les choses sont très différentes, mais finalement, on déteste le juif presque pour les mêmes raisons qu'on déteste le gaulois dans ces banlieues. Le petit blond français mangeur de porc, il est autant détesté que le petit juif. Les uns représentent l'oppresseur israélien qui génociderait les Palestiniens, les autres représentent l'oppresseur gaulois qui aurait réprimé les Algériens pendant la guerre d'Algérie, qui bien sûr, ces phénomènes sont à analyser historiquement, et bien entendu qu'il faut condamner toute dérive qui a pu être commise pendant la guerre d'Algérie. Bien entendu, on n'est pas là pour le nier, absolument pas. Mais l'instrumentalisation des douleurs des Palestiniens d'un côté ou des Algériens pendant la guerre d'Algérie dans les années 60 permet à l'extrême gauche, d'une part, et à l'islamisme radical et au terrorisme de l'autre, de légitimer en fait ce qui est un véritable racisme, parce qu'aujourd'hui le juif et le petit blanc sont détestés non pas parce que leurs parents ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Vous voyez un petit blanc dans une banlieue ou un juif avec une kippa, vous arrivez à 10 contre 1 et vous lui cassez la figure et parfois vous le tuez. C'est aussi le crime commis contre Sarah Halimi, cette juive retraitée, suppliciée de manière absolument atroce. J'ai beaucoup écrit là-dessus. Moi, ça m'a sidéré. Avec des policiers qui n'entrent pas dans l'immeuble et qui restent 1 heure à entendre les cris sans bouger, parce qu'en plus, il y a la Pax Islamica dans certaines banlieues, dans certains immeubles. S'il se passe un crime comme l'horreur du crime de Sarah Halimi, tant que c'est pas le GIGN ou le RAID qui sont convoqués, les consignes, c'est pas de vague. Et on a laissé un crime être commis pendant 70 minutes de cris horribles que tout l'immeuble entendait et on n'a pas bougé.
Ça veut dire que on a atteint un point de quasi non-retour dans certaines zones, certes, qui sont pas forcément énormes. Un ami au policier me disait, il n'y a pas énormément de zones où vraiment la police ne rentre pas. Mais, et il me disait, et on aurait les moyens de rentrer. Mais il n'y a pas le suivi politique derrière, parce que on veut tolérance zéro, on n'en veut pas. Par contre, zéro mort. Hein. Tolérance zéro, c'est quelque chose qui fait populiste. C'est Rodolphe Giuliani, la fameuse politique de tolérance zéro. Par contre, ce qu'on veut, c'est zéro mort. On préfère qu'il y ait des banlieues qui ne soient jamais récupérées, plutôt que de risquer qu'un seul émeutier perde la vie. Avec cette tolérance zéro pour les morts et pour les vagues, et pour les dérapages et pour la répression, eh bien finalement, on a des zones qui de plus en plus vont être des territoires à la fois pour les caïds, mais aussi pour ce que j'appelle la daéchisation des esprits. La daéchisation des esprits, c'est des idéologues islamistes sur Internet ou dans la vraie vie, qui vont récupérer ce racisme déjà existant et légitimé depuis des années par l'extrême gauche, ce racisme anti-blanc, anti-occidental, mais alors qu'il était légitimé par l'extrême gauche jadis, aujourd'hui il va être légitimé par l'habillage islamiste, ce qui nous promet une grande durabilité de ce phénomène terroriste islamiste démocratisé, c'est-à-dire de troisième génération. C'est plus des grandes entreprises avec beaucoup de financement, c'est pas le Bataclan, c'est le djihadisme de chacun, démocratisé. Chacun fait ce qu'il peut, c'est ce que disait El Adnani, l'ancien porte-parole de Daesh. Chacun utilise l'arme qu'il a, où il peut, quand il peut, pour tuer n'importe où et n'importe comment un koufar. C'est le djihad décentralisé, démocratisé de troisième génération, auquel n'importe qui peut répondre, surtout s'il a, depuis des années, entretenu un ressentiment personnel, précédemment, je le répète, légitimé par l'extrême gauche. Merci beaucoup Alexandre Delval c'est la fin de notre entretien, ça fait plus d'1h03 qu'on est ensemble. Merci d'avoir pour nous parlé de tous ces sujets. On invite nos téléspectateurs à aller bien entendu lire votre dernier livre et les autres également, le projet, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde. Vous l'avez coécrit avec Emmanuel Razavi chez la très très bonne maison édition. J'insiste lourdement, mais on se procure beaucoup de choses là-bas, chez l'Artilleur Édition, Toucan également. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Pour nous, on se retrouve à 18h30 avec André Berkoff pour le grand entretien, le nouveau grand entretien de la journée. C'était Alexandre Delval ce matin. Bien entendu, on nous fera passer vos amitiés, Alexandre Delval. Donc, ce sera André Berkoff à 18h45. Voilà. À tout à l'heure. Bye bye. Et vive la démocratie. Merci. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao.